Au centre de réhabilitation pour animaux sauvages de Havenwood, une journée importante se préparait. Le retour d'un jeune lynx roux dans la nature de l'Oregon. Pendant des mois, l'animal avait retrouvé ses forces après avoir été recueilli blessé et épuisé. Les membres de l'équipe l'avaient baptisé Wilder, un nom en hommage à un célèbre naturaliste et reflétant son tempérament indépendant. Wilder était un spécimen impressionnant, âgé d'environ 2 ans, avec un pelage brun-roux tacheté de noir et des yeux ambrés, vifs et attentifs. Ses oreilles à touffes noires et sa musculature puissante en faisaient un représentant typique de son espèce. Mais cette journée routinière prit d'une tournure inattendue lorsqu'un appel parvint au centre. Un minuscule chaton blanc, tremblant, avait été découvert abandonné sous un porche, malade et affaibli. Bien que les animaux domestiques ne relèvent normalement pas de la mission du centre Havenwood, la Dre Melissa Jane décida d'emmener le chaton en salle de soins. Il n'était guère plus grand qu'une paume, souffrait d'hypothermie, son pelage était terne, sa respiration faible et ses yeux bleus vitreux restaient voilés par l'enfance. La jeune fille qu'il avait trouvée, Sophie Williams, 14 ans, le nomma Snowflake. Les premières heures furent critiques, par perfusion contre la déshydratation, antibiotiques pour une infection respiratoire débutante et un coussin chauffant, les vétérinaires firent tout pour sauver cette frêle créature. Le centre, habituellement dédié aux animaux sauvages blessés comme les rapaces, cerfs ou coyotes, devint soudain le refuge d'un chaton domestique vulnérable. Personne dans l'équipe ne se doutait encore de l'importance que Snowflake allait avoir pour Wilder. Le lendemain, Kayla Martinez, la dernière recrue du centre, transportait le chaton dans une couveuse à travers le bâtiment principal lorsqu'elle passa devant l'enclos de Wilder. De manière inattendue, le lynx bondit et se pressa contre le grillage. Au lieu de réagir avec agressivité, il émit un ronronnement rauque et doux, un son que les félins utilisent envers leurs petits. Déconcertée et inquiète, Kayla alla chercher la DR Thomas Winters et Tom Redford. Ensemble, ils observèrent ce comportement étrange. Wilder marchait nerveusement le long de la clôture, les yeux fixés intensément sur le chaton. Lorsque Kayla s'éloignait, le lynx devenait agité et poussait des cris plaintifs. Dès qu'elle approchait de nouveau la couveuse, il se calmait. Ce comportement contredisait tout ce que les spécialistes savaient des lynx roux. Alors que la plupart des animaux du centre restaient méfiants et distants, Wilder semblait manifester une attention soutenue, proche d'un lien parental. Durant la nuit suivante, l'état de Snowflake se détériora brusquement. Melissa et Thomas restèrent éveillés, administrèrent des médicaments, surveillèrent les signes vitaux, mais vers minuit, le combat semblait perdu. C'est alors que Melissa se rappela de la réaction de Wilder. Et si la proximité du lynx avait un effet bénéfique sur le chaton? Contre toute logique et en dépit des protocoles, ils décidèrent d'essayer. La couveuse fut placée à une distance sécurisée près de l'enclos du lynx. Ce qui se produisit ensuite échappe à toute explication scientifique. Wilder ronronna, profond et continu, tout en restant aussi proche que possible du chaton. Et Snowflake se stabilisa. Sa respiration devint régulière, sa température remonta. Au matin, il but par lui-même pour la première fois. L'équipe était stupéfaite. L'amélioration de son état coïncidait exactement avec la présence du lynx à ses côtés. Tout le personnel était bouleversé. Au fil de la surveillance, Wilder ne montra aucun comportement agressif. Au contraire, il se comportait en protecteur silencieux, suivant chaque mouvement du chaton et grognant à l'approche des étrangers. Kayla raconta que le lynx réagissait même à son léger raclement de gorge lorsqu'elle approchait Snowflake. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas d'un simple instinct, mais d'une véritable réaction émotionnelle. Thomas et Tom commencèrent à réexaminer les antécédents de Wilder. Une note indiquait qu'une femelle lynx avait été retrouvée morte près de l'endroit où il avait été trouvé. Peut-être Wilder avait-il subi une perte, déclenchant aujourd'hui un transfert affectif. Melissa parle d'un comportement d'attachement lié au traumatisme, une réaction rare mais documentée chez les animaux ayant perdu un partenaire ou un petit. L'idée était audacieuse, mais plausible. Malgré ses tentatives d'explication, le phénomène restait unique. Snowflake gagnait en force, Wilder restait absorbé. Toute séparation provoquait des signes de stress chez les deux animaux. Le personnel commençait à comprendre que la réintroduction du lynx dans la nature serait bien plus complexe que prévu.
Et en arrière-plan, une certitude grandissait. Ce lien entre un prédateur sauvage et un chaton sans défense pourrait bien changer la vie des deux à jamais. Le centre de réhabilitation pour animaux sauvages de Havenwood était en effervescence. Le lien inhabituel entre Wilder et Snowflake bouleversait le quotidien de l'établissement. Ce qui paraissait d'abord une anecdote touchante devint rapidement un véritable défi scientifique. Une question centrale émergea. Un lynx roux sauvage pouvait-il réellement nouer un attachement émotionnel avec un animal domestique? Snowflake se rétablit rapidement. Son infection respiratoire disparut, il prenait du poids chaque jour et ses mouvements devenaient de plus en plus vifs. Pourtant, son développement semblait inextricablement lié à la présence de Wilder. Dès que le chaton était éloigné pour un examen, le lynx montrait des signes d'agitation. Il faisait les 100 pas, poussait des gémissements plaintifs et refusait de s'alimenter jusqu'au retour de Snowflake. Melissa décida de collecter des données objectives. Elle fit analyser le taux de cortisol de Wilder, un indicateur direct de stress chez les animaux. Les résultats étaient sans équivoque. En présence de Snowflake, les niveaux étaient nettement plus bas. L'alimentation, le sommeil et la fréquence cardiaque du lynx montraient également des améliorations mesurables tant que le chaton restait à portée de vue. Les vétérinaires commencèrent à formuler une hypothèse. Et si Wilder, à la suite d'un traumatisme, comme la perte d'une compagne, avait développé des instincts d'attachement ou de protection qu'il reportait désormais sur Snowflake? Melissa cita des études en éthologie décrivant des transferts similaires chez les éléphants et les primates. Mais chez un prédateur comme le lynx, ce serait inédit. Pendant ce temps, l'histoire se propageait comme une traînée de poudre au sein de l'équipe. Kyla, qui travaillait régulièrement avec les deux animaux, était profondément émue. « C'est comme s'il s'était fait père de lui-même », dit-elle un jour en nourrissant Snowflake au biberon. Wilder restait couché, immobile contre la grille, les yeux fixés sur le chaton. La direction du centre se retrouvait face à une décision difficile. La libération de Wilder était prévue dans quelques jours. La mission de réhabilitation était claire. Relâcher les animaux dès que possible dans la nature. Mais que se passerait-il si cette libération devenait une catastrophe affective? Si Wilder partait à la recherche de Snowflake, s'approchait des habitations humaines, ou même mourait de faim parce qu'il ne pouvait renoncer à son instinct protecteur. La DRE Thomas Winters peinait à trancher. En 20 ans à Havenwood, elle avait vu partir de nombreux animaux. Mais ce cas défiait toutes les règles établies. Tard dans la soirée, autour d'une tasse de café partagée avec Tom Redford, le soigneur expérimenté, elle finit par exprimer ses doutes. « Je ne sais pas si je peux le relâcher. » Tom se contenta d'acquiescer. « J'ai contacté Raphaël Martinez aujourd'hui. Il connaît quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de situation. » Raphaël, ancien collaborateur de Havenwood, dirigeait désormais le Wild Heart Rehabilitation Center, une structure accueillant des animaux ne pouvant plus être relâchés. Son contact, Lisa Townsend, gérait un vaste domaine semi-naturel, adapté même aux grands carnivores. Elle disposait des autorisations nécessaires, de l'expérience requise, et elle était prête à rencontrer Wilder et Snowflake. La veille du jour prévu pour la libération de Wilder, Lisa arriva au centre. Une femme à la peau burinée, au regard calme, forte de 40 ans d'expérience. Elle observe Wilder et Snowflake pendant plus d'une heure. Le lynx ne quittait pas la couveuse. Lorsqu'un employé s'approcha, il se plaça instinctivement entre le chaton et l'inconnu. « Il montre des comportements typiques d'un attachement parental », déclara Lisa plus tard. « Ce n'est pas un simple transfert d'instinct. C'est un sens des responsabilités émotionnelles. » Les paroles frappèrent Thomas de plein fouet. « Est-ce qu'on peut mesurer quelque chose comme ça ?»« Non, » répondit Lisa, « mais on peut le voir, et il faut le prendre au sérieux. » La décision fut reportée. Au lieu d'une libération immédiate, de nouveaux plans furent établis. Lisa proposa de transférer les deux animaux dans un environnement contrôlé où ils pourraient vivre ensemble, séparés par des barrières de sécurité, mais toujours en contact visuel. Une phase d'observation déterminerait si leur lien était durable ou susceptible de s'atténuer avec le temps. Thomas le savait. Quoi qu'il arrive dans les semaines à venir, la vie de Wilder et Snowflake ne suivrait plus jamais le même schéma. Et peut-être, songea-t-elle en silence, ne devait-elle plus le suivre. Les jours suivants, au Havenwood Wildlife Rehabilitation Center, furent entièrement consacrés à l'observation. Snowflake avait désormais 6 semaines et montrait des progrès notables.
Il explorait son environnement avec curiosité, jouait avec de petits jouets en peluche et ronronnait de satisfaction après chaque repas. Mais son monde restait centré sur un seul point fixe, Wilder. Le lynx roux ne s'éloignait presque jamais, ne quittant la grille que brièvement lorsque le chaton n'était plus en vue. Les mesures de sécurité étaient strictes. Snowflake demeurait en permanence dans l'espace intérieur protégé, son incubateur séparé de l'enclos de Wilder par une fine plaque de plexiglas. Lisa Townsend, désormais présente pour plusieurs jours au centre, consignait chaque interaction dans un journal. Elle nota le ronronnement grave du lynx, la façon dont il se plaçait instinctivement entre le chaton et toute source potentielle de danger, ainsi que ses réactions face aux humains. Ses observations étaient en clair. Wilder n'était pas agressif, mais attentif, protecteur, presque tendre. Un moment particulièrement révélateur eut lieu lorsque Snowflake se cogna accidentellement la tête. Le miaulement strident du chaton mit aussitôt Wilder en alerte. Il se redressa, se colla contre la grille, émit un grognement guttural et perçant, non pas un grondement menaçant, mais un son proche d'un appel. Ce n'est qu'une fois que Kayla eut calmé Snowflake que Wilder se détendit à nouveau. Ces scènes récurrentes amenèrent Lisa à formuler une recommandation sans équivoque. « Je ne peux pas soutenir une remise en liberté », déclara-t-elle. « Ce lien n'est pas passager. Une séparation pourrait être traumatisante pour les deux animaux. » La Derry Winters comprit immédiatement ce que cela signifiait. Wilder ne retournerait pas à l'état sauvage. Il allait être transféré avec Snowflake dans une structure adaptée où tous deux pourraient vivre en sécurité, bénéficiant des meilleurs soins. C'était une décision difficile, mais c'était la bonne. Les préparatifs du transfert commencèrent sans délai. Lisa proposa d'accueillir les deux animaux dans sa propre structure, le Wild Heart Rehabilitation Center. Là, des enclos spacieux et aménagés de manière naturelle étaient disponibles, ainsi qu'une maison réservée à Snowflake, inaccessible à Wilder, mais lui permettant de garder un contact visuel constant. L'obtention des autorisations légales, les évaluations médicales et les plans logistiques du transport prirent plusieurs jours. Pendant ce temps, Snowflake continuait de se stabiliser, tandis que Wilder passait son dernier bilan de santé. Tous les signes indiquaient que la transition se déroulerait bien. Pourtant, à mesure que le jour du départ approchait, la tension montait dans le centre. Personne ne savait comment Wilder réagirait au changement. Le jour du transport, les deux animaux furent placés dans des caisses séparées, mais transparentes. Wilder, légèrement sédaté, était calme, mais suffisamment conscient pour voir Snowflake. Le chaton, de son côté, resta étonnamment serein dès qu'il perçut l'odeur familière du lynx. Le trajet vers leur nouveau foyer se déroula sans incident. À leur arrivée au Wild Heart Rehabilitation Center, Lisa prit en charge l'intégration. Snowflake fut d'abord installé dans une zone intérieure, où il se roula en boule dans un petit nid douillet. Wilder, quant à lui, fut autorisé, après une courte période d'adaptation, à explorer son nouvel enclos semi-naturel. Il avançait lentement, humait les troncs d'arbres, testait le sol du bout des pattes et examinait chaque recoin avec minutie. En fin d'après-midi, Lisa rapprocha à nouveau les deux animaux. Elle plaça la caisse de Snowflake près de la paroi extérieure de l'enclos, où Wilder attendait déjà. Ce qui se produisit alors bouleversa même les membres les plus expérimentés de l'équipe. Le lynx s'allongea doucement contre la paroi, appuya son flanc contre le grillage et se mit à ronronner. Snowflake répondit par un petit miaulement, s'assit au même endroit, puis se coucha à son tour. Deux êtres, séparés par une paroi, unis par quelque chose qui allait bien au-delà de l'instinct. Dans les jours qui suivirent, les deux animaux s'adaptèrent remarquablement bien. Snowflake fit ses premiers pas dans l'enclos extérieur de son propre espace, toujours sous surveillance. Wilder ne montra aucun signe de stress. Au contraire, son appétit revint, son comportement était calme et régulier. Pour l'équipe, cela confirmait sans l'ombre d'un doute que la décision avait été la bonne. La Derry Winters, venue accompagner la transition, observa en soirée Wilder s'installer à proximité de Snowflake. À ses côtés, Lisa commenta la scène avec une sérénité professionnelle. Parfois, on ne peut pas tout expliquer, mais on peut le reconnaître. Thomas acquiesça. Elle avait soigné de nombreux animaux, organisé maintes remises en liberté, vécu beaucoup de pertes. Mais ce duo, Wilder et Snowflake, était différent. Ce n'était pas un cas clinique, ni une simple anomalie statistique.
C'était un miracle de la nature, survenu entre deux êtres que tout opposait. Et c'était leur mission d'offrir à ce miracle un lieu sûr pour s'épanouir. 2 semaines après leur arrivée, Wilder et Snowflake s'étaient complètement acclimatés au Wild Heart Rehabilitation Center. Le nouvel environnement semblait bénéfique pour les deux animaux. Wilder profitait pleinement des vastes espaces de son enclos semi-naturel. Il bondissait de tronc en tronc, se reposait au soleil sur une plateforme surélevée ou guettait, les yeux mi-clos, à l'ombre d'un rocher. Snowflake, quant à lui, s'était installé dans un espace intérieur chauffé, qu'il pouvait quitter durant la journée par une chatière pour rejoindre Wilder le long de la clôture de son enclos. La paroi était conçue pour permettre un contact visuel rapproché et un échange olfactif occasionnel. Sous surveillance, des rencontres contrôlées commencèrent à avoir lieu dans le même espace. D'abord avec des barrières, puis dans de petits espaces intérieurs sécurisés. Le comportement des deux animaux demeurait calme, presque solennel. Wilder ne montra jamais la moindre agressivité. Au contraire, il laissait de la nourriture au chaton, l'observait à demi endormi et ne s'éloignait jamais de lui. Snowflake grimpait souvent sur son dos ou se levait contre son flanc. Les soigneurs commencèrent à ne s'occuper des deux qu'en binôme. Une nouvelle routine quotidienne vit le jour, presque comme dans un foyer bien rodé. Le centre documentait rigoureusement cette relation hors du commun. Les visites se faisaient en petits groupes et selon un protocole strict. L'histoire de Wilder et Snowflake avait depuis longtemps franchi les frontières de l'Oregon. Les journaux relataient l'histoire de ce duo improbable. Les associations de protection animale saluaient la décision sensible du centre et des dons affluaient, permettant de construire de nouveaux enclos et d'offrir davantage de places de réhabilitation. Même les établissements scolaires manifestèrent leur intérêt pour intégrer cette histoire dans leur programme. 6 mois plus tard, la Deorey Thomas Winters reçut un colis envoyé depuis le Wild Heart Rehabilitation Center. À l'intérieur, un album photo relié, une lettre manuscrite de Lisa Townsend et un article du Oregonian intitulé « Le lynx qui a adopté un chaton ». Les photos montraient des scènes touchantes. Wilder sur un tronc d'arbre, Snowflake blotti contre lui. Les deux devant un jeu d'intelligence, reniflant curieusement. Wilder observant le jeune chat chasser un brin d'herbe. Sur une autre image, Snowflake étendu de tout son long sur le dos du lynx, pendant que celui-ci reposait paisiblement. Lisa écrivait « Leur lien est intact. Snowflake est désormais robuste et sûr de lui, mais sa proximité avec Wilder ne change pas. Nous l'avons vu se blottir à l'ombre de son compagnon, se faire toiletter par lui et le suivre comme un petit suit sa mère. Wilder, de son côté, le cherche activement, l'appelle quand il ne le voit pas et devient agité lorsqu'ils sont séparés. » L'article ne se contentait pas de relater cette histoire émouvante. Il abordait aussi la problématique des pièges illégaux, ceux-là même qui avaient autrefois blessé Wilder. Leur relation improbable devint un symbole d'empathie, d'alliance inattendue, de ce que la protection de la nature signifie vraiment. Reconnaître les besoins individuels, même s'ils ne correspondent pas aux normes établies. De nombreux lecteurs furent profondément touchés, exprimant dans leurs lettres admiration et émotion. L'Adrey Winters plaça l'album sur une étagère de son bureau, où les membres de l'équipe venaient en le feuilleter durant leur pause. Certains souriaient silencieusement, d'autres étaient visiblement émus. L'histoire de Wilder et Snowflake était devenue un repère pour le centre, à la fois un avertissement et un message d'espoir, incarnant la compassion au-delà des protocoles et des statistiques. Les mois passèrent. Snowflake devint un jeune chat vif, au pelage brillant et à la curiosité éveillée. Wilder ne montra aucun signe de retrait ou de stress. Leur quotidien était rodé. Repos commun à l'ombre, jeux de pattes, séances de toilettage mutuel. Pour le monde extérieur, cela restait un mystère. Pour ceux qui en étaient témoins, c'était une évidence. Il s'agissait d'un véritable lien. Un lien qui semblait transcender toutes les frontières connues entre animal sauvage et domestique, entre instinct et émotion. Lorsque les visiteurs demandaient à Lisa pourquoi un lynx sauvage acceptait, et parfois même étreignait, un chat domestique, elle répondait toujours la même chose. Certaines choses ne sont pas faites pour être expliquées, seulement ressenties. Et parfois, tout le monde le savait, l'amour était le remède le plus puissant.